Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sybille. Aujourd'hui, on vous propose un petit épisode bonus pour rester sur le thème du tourisme avec une interview que j'ai pu mener avec Laurent Lefebvre qui a fondé une entreprise, Render, qui est justement spécialiste de ce domaine du tourisme. Je vous laisse écouter l'interview et ensuite, on vous proposera nos réactions. Bonjour Laurent. Bonjour Sybille. Alors, toi, tu as une formation d'ingénieur en informatique, n'est-ce pas ? Oui, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech pour devenir plus tard ingénieur et faire du développement informatique. Mais tu t'y connais aussi très bien en tourisme puisque tu as cofondé une entreprise qui s'appelle Render et qui justement propose ses services à différents acteurs du tourisme comme des villes ou des départements pour valoriser leur patrimoine. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement l'activité de Render dans le domaine du tourisme ? Oui, alors ça vous est déjà arrivé de visiter une ville et de ne pas pouvoir rentrer dans des endroits. Il y a des portes qui vous sont fermées et ça crée une frustration, une gêne pour les touristes. Il y a aussi beaucoup de lieux qui sont détruits, qui sont endommagés, comme des ruines, tout ce qui va être gallo-romain, des lieux antiques, de l'Antiquité. Et pareil, ça rajoute une frustration pour les visiteurs. Nous, notre envie, c'était de fluidifier, de rendre plus facile l'expérience visiteur et de les accompagner. Je veux visiter une ville, et grâce à mon smartphone, on va me dire tournez à droite, tournez à gauche, et on va me dire qu'est-ce qui est intéressant derrière les façades, des choses que je ne peux pas voir, et on va me les montrer. D'accord, donc en fait, ce sur quoi travaille Render, c'est une application qui guide les visiteurs à travers des villes, c'est bien ça ? C'est une application, elle s'appelle Legender, Legender, elle est gratuite et c'est une appli ludique pour découvrir le patrimoine historique autour de soi. D'accord, et quel est le petit plus que vous avez apporté justement en tant qu'ingénieur qu'on peut retrouver dans ces visites ? Avant une visite guidée, pour expliquer comment était le lieu avant, le guide que vous aviez, il avait du mal à vous expliquer avec des mots, ou il vous montrait une image imprimée pour vous dire « attendez, avant c'était comme ça ». Mais un problème de compréhension. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie, qui est la réalité virtuelle, qui permet de plonger un spectateur dans un monde totalement virtuel. Et nous, on se sert de la réalité virtuelle pour ça, pour plonger le spectateur, donc là en l'occurrence un visiteur, un touriste, dans un univers virtuel, et là en l'occurrence c'est le monde tel qu'il était à une autre période historique, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, avant-guerre, etc. D'accord, alors comment ça marche concrètement ? Comment est-ce que les visiteurs ils ont accès à ces scènes de réalité virtuelle ? C'est très simple, ça se fait sur leur propre smartphone via des lunettes de réalité virtuelle. Donc c'est des petits boîtiers, des petits dispositifs en carton dans lesquels on vient glisser son smartphone et le couple smartphone plus lunettes permet d'avoir une expérience en réalité virtuelle. D'accord. Et pour quel genre de clients tu travailles ? Alors, je disais que ça pouvait être des villes et des départements, mais est-ce que c'est des grosses villes très fréquentées par les touristes ou est-ce que ça va être plutôt des endroits un peu moins visités ? On a à la fois des sites très visités, je pense par exemple au port d'Honfleur, à la cathédrale de Bourges ou au château de Chambord, des lieux qui ont des millions et des millions de visiteurs, mais on est également dans des lieux plus intimes, plus inconnus. Je pense à des villes comme Mauriac, Jarnac, l'abbaye de la Couronne en Charente, des lieux qu'on ne saurait pas situer sur une carte, et pourtant, quand on est sur place, il y a besoin d'avoir de la réalité virtuelle pour comprendre comment était le lieu avant. Et donc justement, parmi toutes ces destinations que vous valorisez avec Render, avec l'application Legender, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier ? Est-ce qu'il y a un projet que tu as particulièrement aimé faire ? C'est difficile de faire un choix parmi toutes nos destinations, mais une qui m'a particulièrement marqué, c'est la ville de Pont-de-l'Arche. Parce que Pont-de-l'Arche, elle a été réalisée dans des conditions un petit peu spéciales, puisque c'était pendant le confinement.
Donc on n'a pas pu se rendre sur place, c'est ce qu'on fait habituellement pour d'autres projets. On a dû tout faire en distanciel. Et d'autre part, Pont-de-l'Arche, c'est une ville qui n'est pas connue et pas développée touristiquement. Donc nos auditeurs n'ont, à mon avis, jamais entendu parler de Pont-de-l'Arche. Alors, pour les situer, pour les aider un petit peu à situer la ville, Pont-de-l'Arche, c'est au sud de Rouen, en Normandie, donc à l'ouest de Paris. Et cette ville, elle n'est pas développée touristiquement parce que les monuments qui y existaient n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que avant il y avait un château, aujourd'hui il n'y a plus de château. Avant il y avait des Vikings qui sont venus, qui ont envahi la ville et qui ont détruit un pont. Aujourd'hui il n'y a plus de Vikings, il n'y a plus de pont. Et donc si vous allez à Pont-de-l'Arche, votre expérience touristique, elle est moyennement intéressante. Et c'est là où j'ai bien aimé travailler sur ce projet, d'une part par les conditions un petit peu exceptionnelles qu'on avait à ce moment-là, et d'autre part parce que la ville a besoin de numérique, elle a besoin de nouvelles technologies pour offrir une expérience touristique qui soit satisfaisante. Et c'est aussi un de mes projets préférés parce qu'on s'est rendu compte, après 1 an, 2 ans, qu'on avait eu des milliers de visiteurs qui étaient venus découvrir la ville et qu'ils étaient très très satisfaits, c'est-à-dire que dans l'application, on peut mettre des étoiles. Je fais référence à un précédent podcast que je vous invite à écouter dans lequel on parle de la magie de laisser des commentaires et des étoiles. C'est quelque chose qui est possible également dans Légendaire. Et puis, on a eu, avec ce parcours-là, un des plus forts taux de satisfaction qu'on ait jamais eu dans Légendaire. Donc, on en est bien sûr très ravis. Super, merci pour ta fidélité d'auditeur qui connaît par cœur nos épisodes. Effectivement, dans l'épisode 2, on parle de mettre des étoiles et donc je suis ravie que Pont-de-l'Arche ait eu beaucoup d'étoiles. Et puis Cécile sera ravie d'apprendre qu'un de vos plus gros succès se situe en Normandie. Alors maintenant, on va parler de ton expérience plus large en lien avec le tourisme. Est-ce que depuis que tu travailles dans ce secteur du tourisme, ta manière de voir le tourisme a évolué ? Est-ce que ça t'a fait remarquer des choses auxquelles tu ne prêtais pas attention avant ? C'est une bonne question, surtout quand à la création de la société, on avait un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de se dire est-ce que je suis légitime pour créer une société qui va parler de tourisme, qui va parler d'histoire, sans avoir nous-mêmes fait des études d'histoire ou de tourisme. Je pense que le fait d'être néophyte dans le domaine, ça nous a donné une approche qui était totalement nouvelle. Et qu'on a abordé la question du tourisme et de l'histoire comme un touriste, finalement, qui n'y connaît rien, qui veut découvrir, qui a envie, mais qui n'a pas les codes, qui ne sait pas comment ça se passe. Et donc, finalement, on était beaucoup plus proche de nos utilisateurs dans la démarche que des gestionnaires de sites. Et je pense que ce qu'on pensait être une faiblesse s'est révélé être une force pour nous, puisque on a eu beaucoup tout de suite d'utilisateurs qui étaient satisfaits de la manière dont on crée nos projets, parce qu'on essayait de les prendre par la main et de les intéresser à des choses qui, nous, a priori, ne nous intéressaient pas non plus au début. Et donc, on était vraiment comme eux et on a essayé de parler avec des mots simples pour les intéresser à des sujets qui sont des fois compliqués. Ok, super intéressant. Et donc, pour toi personnellement, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la façon de faire du tourisme en France ? Je dirais, j'aspire à un tourisme un peu plus local. On parle beaucoup un peu de tourisme décarboné. Donc, penser à... J'ai pas besoin d'aller au bout du monde pour me dépayser. Il y a des choses qui sont très dépaysantes autour de chez soi. Et il y a des lieux que j'ai déjà visités, mais peut-être que je pourrais revisiter d'une manière différente, d'une manière un peu plus ludique. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le tourisme demain et de ce qu'on va pouvoir y apporter. Cette année, on a mis en place un rallye nature dans les jardins du château de Chambord. Donc, le château de Chambord, c'est un château qui est très visité, 2 millions de visiteurs par an, qui viennent pour visiter l'intérieur du château. Et on s'est rendu compte que les visiteurs n'osaient pas aller dans le parc et aller loin dans le parc.
Et ce rallye nature, c'est l'occasion d'une part de visiter cette partie un peu cachée du domaine de Chambord, mais également de faire une expérience nouvelle pour un public qui est déjà venu, qui pourrait se dire je connais déjà le Chambord, je suis déjà venu sur place, mais qui va pouvoir se dire je vais revenir parce qu'il y a ce rallye nature et parce que ça va être amusant. On rajoute du ludique quelque part où avant il n'y en avait peut-être pas forcément dans une visite simple d'un jardin. D'accord, oui. Donc on peut rendre plus ludique et plus intéressant les lieux touristiques qui sont pas très loin de chez nous, comme Chambord, si on est français, par exemple. Exactement. D'accord. Alors pour finir, toi alors en tant que touriste, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu visites un autre pays ou juste une autre ville en France? Alors moi je suis très gastronomie. Comme moi. Donc je visite et je regarde tout ce qui est bien noté en termes de nourriture. Et mes vacances, ça ressemble à des road trips culinaires. Génial. Eh ben, merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Sybille de l'invitation. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Raphaël et Cécile? Est-ce que vous avez des réactions? Déjà, j'ai découvert une nouvelle ville dans ma région natale, que je ne connaissais pas, et qui me donne envie, du coup, d'aller la découvrir. Donc, Pont de l'Arche. Je ne connaissais pas du tout. J'ai vérifié, du coup, pendant l'interview, et c'est à 40 minutes de la maison, enfin, de ma maison d'enfance. Et je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça assez fascinant de voir, effectivement, qu'il y a des villes historiques, finalement, qui, d'une certaine manière, n'existent plus dans leur version historique. Et de pouvoir voir la version historique dans des lunettes virtuelles, je trouve ça assez dingue d'ailleurs. Super. Ouais, c'est chouette. Et puis ça me montre aussi comment on peut vraiment découvrir des choses qui sont juste à côté de chez soi, quoi. 40 minutes, c'est vraiment pas très loin et tu connaissais pas, donc c'est pareil pour plein d'endroits comme ça. On peut habiter à côté de quelque chose d'insoupçonné et le découvrir. Complètement. Après là, pour Pont de l'Arche, en l'occurrence, ça aurait été vraiment difficile de découvrir sans les lunettes, puisque au final, comme il n'y a plus le site, oui, il n'y a rien à voir. Il aurait fallu chercher très très précisément. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est un pont en béton, donc si tu aimes voir des ouvrages très modernes, comme un pont en béton, ça peut t'intéresser, mais sinon... Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de projets en Normandie, en fait. Ça a beaucoup commencé en Normandie parce que je pense que c'est typiquement le genre de région qui est très riche, mais pas assez connue. Je ne sais pas si on a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas français qui connaissent la Normandie, mais en tout cas, on vous encourage à y aller parce qu'il y a plein de petites villes hyper intéressantes et la campagne aussi. C'est assez connu par rapport au débarquement. Oui. Mais finalement, c'est plutôt la basse Normandie et c'est vrai que sinon, c'est pas si connu que ça. Après, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres régions, c'est qu'on est relativement proche de Paris. Donc ça se fait assez facilement. Mais non, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire aussi avec le numérique. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai pu découvrir quand je suis allée avec vous à Dijon il y a un an. Oui, il y a un an pour un EVJF, donc EVG enterrement de vie garçon, EVJF enterrement de vie de jeune fille, où, alors moi j'étais avec la mariée, vous étiez avec le marié, et on avait eu l'occasion de découvrir avec les filles la ville de Dijon grâce à un escape game en extérieur à Dijon. Et on avait eu l'occasion du coup de découvrir un univers un peu de sorcellerie grâce à une application, puisqu'on devait essayer d'innocenter une femme qui était accusée de sorcellerie parce qu'un paysan serait mort d'une maladie suspecte. Et comme à l'époque, ils avaient encore du mal à comprendre les maladies, ils avaient attribué la faute à cette femme. Et donc, ça nous emmène dans les rues de Dijon, qui est une très très belle ville. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment, via une application, on pouvait, grâce aussi au côté un petit peu storytelling, de raconter des histoires et avoir un peu une énigme, vraiment poser notre regard sur des détails de l'architecture et de voir un petit peu la ville différemment.
voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et d'ailleurs, je crois que dans votre vlog, quand vous étiez à Dijon, sur les pas de la Chouette, je sais plus exactement ce que vous comptez. On a dû faire quelque chose du même style. Du coup, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et le côté ludique, d'ailleurs, il en parle, Laurent, le côté ludique rend vraiment le tourisme accessible à tous et pas toujours juste, par exemple, pour une élite, on va dire, sur le côté culturel. Donc, j'aime vraiment bien. Voilà, c'était une super expérience. Oui, c'est vrai que ça permet de découvrir des choses sans devoir ouvrir et lire des gros guides touristiques, plein de textes, etc. Et je pense que c'est peut-être même plus informatif ou marquant comme expérience que des guides, parce qu'il y a aussi des guides qui sont plus très focalisés images, avec des tout petits bouts de texte et des choses comme ça, où finalement il y a peu d'informations. Et celle-là, comme source, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace parce qu'on va pas forcément la retenir. Alors que je pense que quand on vit une expérience en réalité virtuelle comme ça va être plus marquant, quoi, parce que c'est un truc un peu exceptionnel, et puis la manière de présenter et tout. Et pour ma part, du coup, j'ai jamais utilisé des lunettes virtuelles pour le tourisme. J'aimerais bien. C'est assez sympa et finalement, ça demande pas un gros matériel. Moi, c'est ça qui m'avait frappé quand j'ai découvert Render, c'est que leurs lunettes en réalité virtuelle, c'est en fait du carton. Et tu glisses ton téléphone dans des lunettes en carton, ce qui fait qu'on ne voit plus son réel environnement et on peut être complètement plongé dans la reconstruction et ça marche très bien en fait. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée quand j'ai découvert l'application Légendaire, donc, qui est développée par Render, sur le plan pédagogique, c'est qu'il propose parfois le texte des visites en FALC. Donc le FALC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est facile à lire et à comprendre. C'est une norme qui est aussi utilisée parfois sur les sites du gouvernement. Vous pouvez regarder le même texte mais en FALC. Et en fait, c'est une simplification du texte normal. Donc le vocabulaire est plus simple. Et voilà, et en fait, c'est génial pour les étrangers aussi. En fait, c'est pas que pour ceux qui n'auraient pas un vocabulaire développé dans leur propre langue. Voilà, donc je pense que c'est vrai que l'intérêt de ce genre d'application, pas que légendaire et pas que sur smartphone d'ailleurs, aussi l'intérêt d'avoir un petit livret par exemple ou d'avoir un vrai guide, c'est de rendre intéressant des lieux où on n'aurait rien su, parce que toi par exemple avec le jeu de piste qui parlait de sorcières, si on se balade dans Dijon, on n'imagine pas qu'il y a une histoire de sorcière. Non, pas du tout. Et à travers une médiation bien faite, on peut le découvrir. Mais après, on peut nuancer aussi l'intérêt de le faire forcément à travers de la technologie. Ça peut passer par tout à fait autre chose. Je pense que c'est surtout intéressant pour des reconstitutions de ruines et de choses comme ça. Parce que ça permet effectivement d'avoir une image plus réelle, plus tangible, entre guillemets, de ce à quoi ça a pu ressembler. Sinon, ça peut rester un petit peu abstrait. Ouais, voilà. Même si je trouve aussi que la ruine en elle-même est une belle chose à voir. C'est magnifique. Mais à la fois regarder la ruine et après voir comment c'était avant, ou comment ça a pu être avant, parce qu'évidemment, c'est qu'une reconstitution. C'est intéressant aussi, quoi. Après, je sais pas si Render, ils ont fait des choses aussi pour des sites qui seraient pas des ruines ou des... Si, aussi des sites où on ne peut pas forcément deviner ce qui était là avant. Il y a plus de ruines, justement. Donc là, je pense par exemple à Jarnac, en Charente, où ils ont reconstitué un pont du 19e siècle. Et maintenant, il y a un autre pont. Donc, comme à Pont de l'Arche, ils travaillent beaucoup avec les ponts. Il y a un pont beaucoup plus récent, un petit peu moins esthétique, mais peut-être plus efficace, plus solide. Ça, c'est un peu pareil. Ils pensaient qu'il y a eu un pont et simplement, il était différent, quoi. Oui, mais en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont reconstitué une scène de vie. Donc, on avait des personnages habillés comme il était au 19e siècle, qui se promènent sur le pont. Et puis, comme à Jarnac, qui est donc une ville sur la Charente, il y avait du commerce de cognac en particulier. Ils ont reconstitué des barques, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des barques à fond plat qui transportaient le cognac. Et donc, on peut voir ça. Et c'est intégré dans
une histoire. Alors ça, c'est pour le côté ludique, pour intéresser aussi les enfants. Il y a un petit jeu de piste, justement, à faire à travers l'application, avec une histoire, je crois, de bouteille de cognac empoisonnée. Il faut absolument empêcher une personne de boire ce poison. Ouais, c'est drôle, tous les trucs cool, c'est pour les gamins. Ah bah, tu peux le faire. Je revendique l'utilisation pour les grands enfants. Mais oui, je suis d'accord. Mais après, ça me fait penser... Bon, c'est une autre utilisation qu'on pourrait avoir de la technologie pour le tourisme, mais la dernière fois, un collègue me racontait que les lunettes connectées, les lunettes virtuelles, je ne sais plus comment on les appelle, mais que maintenant, on pouvait même on pouvait les utiliser, même si on voulait randonner, par exemple. Et en fait, ça a un côté très, très étrange d'avoir un outil aussi connecté dans un lieu finalement de déconnexion totale. Et c'est là où on peut avoir des paradoxes assez marrants. Et voilà, c'est vrai que c'est... Et une vision très différente d'une expérience d'un endroit, quoi. Ouais. Il y en a qui ont envie d'avoir toute cette technologie à la disposition, même dans des endroits reculés, etc. D'autres qui veulent complètement s'en défaire et partir avec la tente uniquement, quoi. Alors que d'autres voudront un truc super intégré avec les capteurs sur la tente qui détectent la température, qui s'affichent sur les lunettes pour être sûr que... Bah, c'est là où on a un peu la technologie comme une fin ou comme un outil. Ouais. Comme un moyen. Et c'est vrai que c'est chouette ce que propose Render, justement, que ça soit vraiment un outil au service de la découverte et de l'immersion dans un lieu, et que ça vient en complément et pas à la place d'eux. Oui, effectivement. Et sur le thème des vacances nature, ça fait bien le lien aussi avec cette idée qu'on n'est pas obligé d'aller loin de chez soi, parce qu'à l'inverse, donc dans l'idée d'une déconnexion complète, j'ai lu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui partaient en Antarctique pour aller au bout du monde, pour avoir une expérience extrême et aussi une expérience extrêmement différente de leur vie quotidienne très, très connectée. Et en fait, c'est très dommage parce que ça abîme en fait ce lieu qui était jusqu'ici plutôt préservé. Forcément, il y a des dégâts environnementaux et on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Antarctique ni pour avoir froid. Hein. On peut aller dans le congélateur. Ou alors... on ne vous conseille pas quand même. Hein. Ou alors, on peut aller au ski dans nos montagnes. Ni pour être tout seul, en fait. En France, il y a ce qu'on appelle la diagonale du vide. La diagonale du vide, ça part du sud-ouest et ça va jusqu'au nord-est et ça traverse des espaces qui sont très peu denses. Donc, il y a très peu de personnes au kilomètre carré. Et par exemple, si vous allez dans la Creuse, qui est un département très peu dense et qui fait partie de cette diagonale du vide, vous allez bien être déconnecté de la société et potentiellement du numérique aussi. Voilà, sans aller en Antarctique. Donc, c'est vrai que il y a le blogueur Les Voyages de Matt qui a justement publié un livre sur la diagonale du vide et qui raconte son périple. Et je ne connaissais pas du tout ce nom avant de découvrir son blog. Et je trouve ça hyper intéressant, effectivement. C'est bizarre comme terme, d'ailleurs. Oui. Mais très réaliste en même temps, par rapport à ce qu'on en connaît. Oui, c'est quand même assez drôle aussi, je trouve. La Creuse, quoi, qui est quasiment devenue une expression de dire au fin fond de la Creuse. C'est vrai. Oui. C'est une expression quasiment de la langue française. Ça se trouve, c'est même dans le dictionnaire, j'en sais rien. c'est tellement... Alors que c'est magnifique. C'est vide. Ah bah sûrement, je n'ai jamais été. Voilà encore un endroit où aller. Découvrir.
Et ça montre bien, encore une fois, que dans un même pays, donc dans un rayon assez limité, même si la France n'est pas toute petite, on peut avoir vraiment de tout. Vous allez en plein cœur de Paris, alors c'est pas New York, mais c'est quand même assez dense, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'activités, et puis après vous allez dans la Creuse ou n'importe quelle autre campagne française, et ce sera une ambiance complètement différente. Et puis oui, on discutait aussi récemment avec Raphaël des Alpes parce que on est allé faire un voyage au Canada, en Colombie-Britannique, et c'était vraiment magnifique. Mais juste après, on a vu des photos des Alpes et on s'est dit c'est très beau aussi. Et donc on était très contents d'être allés au Canada pour la dimension culturelle qui forcément est différente de ce qu'il y a en France et pour tous les beaux paysages qu'on a vus. Mais on s'est dit que peut-être c'était pas nécessaire à chaque fois qu'on voulait voir des jolis lacs de montagne, d'aller aussi loin, puisqu'on en avait apparemment aussi beaucoup chez nous. Oui, ça m'a vraiment fait changer de perspective, en fait, ce voyage, paradoxalement. C'est en allant chercher un peu loin que j'ai réalisé qu'on pouvait aussi trouver plus près, quoi. Parce que j'ai pas du tout été déçu du Canada. Je trouvais que les paysages étaient vraiment magnifiques et tout, mais j'ai aussi réalisé à quel point finalement on pouvait avoir des choses tout aussi belles dans les montagnes en Europe, dans les Alpes et tout, et qu'en fait oui, ça valait pas forcément la peine de faire 10 heures d'avion quoi pour aller trouver ces endroits-là, et que voyager différemment était intéressant aussi. Et en même temps, je me rappelle quand vous m'avez envoyé les photos de votre voyage, j'étais amoureuse. Ah oui, je suis tombée amoureuse J'avais déjà vu quelques photos la Colombie-Britannique et ça m'a donné encore plus envie d'y aller en voyant vos photos et en me disant non Cécile, tu restes à destination, à portée de train. À portée de train. Donc, non, c'est extraordinaire. Mais personnellement, j'aurais envie de changer ma pratique du tourisme. En voyageant d'abord plus près de chez moi et avec des moyens de transport moins polluants, quoi, le train et tout. Et puis faire un voyage une fois par an, une fois tous les 2 ans, un voyage plus long et à plus grande distance, quoi, plutôt que de faire aussi souvent des voyages dans des destinations lointaines. Ça me rappelle 2 amis qui m'avaient proposé de passer un week-end en Grèce. Et c'était un week-end et je m'étais dit c'est quand même bizarre de prendre l'avion et donc de polluer pour aussi peu de temps où tu sais très bien qu'en 2 jours, en fait t'as même pas le temps de profiter du lieu. C'est à part boire des coups dans un hôtel et voir quelques monuments très connus, il se passe pas grand-chose. Alors même si c'est cool de dire voilà j'ai fait la Grèce, mais à part pour le mot français me manque, mais pour show off un petit peu. Pour se vanter. Exactement, pour avoir l'air cool, d'avoir fait plein de destinations. Ça a aucun intérêt. C'est vrai que j'avais décliné, du coup je m'étais sentie pas une nana très cool. Mais bon, voilà. Et j'espère qu'un jour j'irai en Grèce d'ailleurs, parce que je n'y suis toujours pas allée. Je crois que ça date il y a presque 10 ans d'ailleurs, cette proposition. Mais j'espère pouvoir y aller sur des durées, comme tu disais, Raph, des durées plus longues où on profite là, vraiment. C'est vraiment pas clair, juste une opportunité, pas avoir un comportement opportuniste d'une certaine manière, mais... Parce que là, en plus, c'est vraiment une distance plutôt moyenne. On peut y aller en peut-être 2-3 jours en prenant le train tranquillement, le train, le bateau, et après rester 1 semaine, 2 semaines sur place avant de revenir et profiter comme ça. C'est pas non plus un voyage au Japon, admettons, où on prendrait l'avion pendant 24 heures ou je sais pas combien. Et après, il faut entre guillemets, pour rentabiliser le coût carbone, on va dire, 1 mois avant de revenir, quoi. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, en fait. Et d'ailleurs, la Grèce, c'est faisable, quoi, carrément. Pour ceux qui ont envie de découvrir la Grèce et entendre un peu de français, il y a la série Salade grecque avec Romain Duris notamment. C'est la suite de l'Auberge espagnole. Ah bon ? Ouais, parce qu'il y a eu l'Auberge espagnole et puis il y a eu après le Poupée russe. Il y a eu les poupées russes. Et après il y a eu quelque chose chinois, le mot me manque. Casse-tête chinois. Casse-tête chinois, voilà, merci. Et là il y a une série avec les enfants
de Romain Duris. C'est fou. Romain Duris, c'est l'acteur, mais les enfants du personnage, qui sont en fait en Grèce. Et donc, ils sont en période un peu Erasmus. Enfin, c'est pas tout à fait Erasmus, justement, mais du coup, c'est une bonne façon de découvrir un petit peu la Grèce. Alors, c'est pas du tout romancé, justement, mais j'en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir. Mais ça peut être une bonne façon d'écouter un petit peu de français dans une ambiance assez chouette. Enfin, on retrouve quand même l'ambiance auberge espagnole, mais remis, on va dire, au goût du jour dans le sens actuel, quoi. 20 ans plus tard, quoi. Exactement. Je suis Et d'ailleurs, ravie on revoit d'apprendre Romain Duris. Ah ouais Je suis ravie d'apprendre ça parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment très fan de l'auberge espagnole et les poupées russes. À un moment donné, c'était mon film préféré. Le deuxième, les poupées russes, je sais pas pourquoi. Donc, je suis très contente que ça existe. Ouais. Je savais pas du tout que c'était planifié et en fait, non. Puis j'ai bien aimé. C'était très chouette. Voilà. Pour continuer un peu les vacances. Ouais. Et sinon, quand on peut pas voyager aussi loin, on peut aussi s'immerger dans la culture étrangère par la gastronomie, par exemple. Pour la Grèce, Raphaël fait une excellente salade grecque. Je viendrai bientôt chez vous parce que je ne suis pas sûre de l'avoir déjà goûté et j'adore ça. Ah bah. Et j'en fais jamais. Ce sera avec plaisir. Et je viendrai en train, évidemment. Évidemment. Et après, je te fais un café frappé. Je sais pas si c'est grec, mais on en trouve souvent en Grèce. Bah, je veux bien quand même, parce que j'ai jamais goûté. Mais par contre, du coup, pour la salade grecque, il faudra attendre l'été prochain. Pour respecter la saisonnalité des ingrédients. Exactement. Et oui, ok. Je viendrai quand même peut-être vous voir avant, vous me ferez un autre plat, et puis on s'arrangera pour le reste. On trouvera. Très bien. Ben, on va réfléchir à ce qu'on va faire à manger à Cécile, et puis on va vous dire à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.